Moi, ce que je me suis dit à l'époque, c'était, j'avais besoin d'un framework en fait. J'avais pas envie de le faire tout seul ou de le refaire tout seul. Bonjour et bienvenue dans le podcast My Own Leadership. Je m'appelle Alexis Eve et un mardi sur deux, je vais à la rencontre des managers des startups les plus impressionnantes pour rentrer dans les coulisses de ce qui leur a permis de construire leur leadership. De leurs apprentissages à leurs secrets de management, dans ce podcast, nous rentrons pragmatiquement dans les bonnes pratiques qui construisent jour après jour un leadership personnel qui tire toute une entreprise vers le haut. Et en fait, on automatise au maximum la production des images. Et si vous avez envie d'avoir les idées claires sur ce qu'il se passe chez vous du côté du facteur humain, nous avons pensé à vous et avons construit un test qui vous permet de savoir quels sont les enjeux humains qui devraient attirer votre attention, et également ceux sur lesquels vous surperformez déjà. Vous pouvez passer ce test en 10 minutes en allant sur www.yaniro.co/test. Le lien est disponible dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julien, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Eh bien écoute, ça va OK, hein, ça va OK distanciel, comme le veut un peu la période. Donc là, on est chacun de notre côté. Pour celles et ceux qui ont un peu suivi la saga du podcast, je suis toujours sur le territoire helvète, hein, en Suisse. Donc je n'ai pas à subir le confinement à l'heure actuelle. Et toi, Julien, tu es où d'ailleurs ? Moi, je suis toujours à Paris, dans le centre de Paris. Ouais, donc un petit peu plus compliqué. Au moment où on enregistre, là, on est courant novembre. Donc, si vous nous écoutez du futur, vous vous rappellerez que c'était un petit peu compliqué. Julien, merci d'avoir accepté notre invitation sur le podcast My Own Leadership de Yaniro. Pour te présenter rapidement, tu es cofondateur et Chief Development Officer d'Ocus. Ocus, qui est une entreprise que je vais te laisser présenter beaucoup mieux que moi, comme le veut la tradition. Ok, donc Ocus, c'est une boîte qu'on a montée il y a 4 ans avec Thibaut Lemonnier, mon associé, cofondateur et CEO. Ce qu'on fait, c'est de l'imagerie at scale, c'est-à-dire qu'on est parti du constat que dans le digital, notamment avec le mobile, on a de plus en plus besoin d'images et on a de plus en plus besoin d'images dans de plus en plus d'endroits dans le monde. Et donc nous, en fait, on ne s'adresse qu'à des enterprises, donc des Uber Eats, des Hilton, avec qui on travaille dans généralement plus d'une trentaine de pays dans le monde, complètement interconnectés à leur CRM ou autre PIM ou système d'information. Et en fait, on automatise au maximum la production des images et on rajoute surtout beaucoup de computer vision et de technologies qui nous permettent de scaler justement cette activité qui est a priori une activité très artisanale, qu'on scale en fait en faisant une activité industrielle. Et alors, pour donner un petit peu de visibilité pour celles et ceux qui nous écoutent, Ocus, à l'heure actuelle, c'est combien de personnes ? Vous existez depuis combien de temps ? Vous avez levé des fonds ou pas ? Enfin, qu'est-ce que Ouais. tu peux nous dire ? Ouais, donc ouais, on a levé des fonds, on est encore en train d'en lever. On n'est pas partisan de mesurer notre succès au fonds qu'on est capable de lever ou au nombre d'employés qu'on a. C'est même plutôt l'inverse. Donc nous, ça fait 4 ans qu'on existe. On est 120 employés là, répartis entre Paris, New York, Bangalore et Singapour. Mais on a une approche assez, assez, j'allais dire pas patrimoniale parce que genre bon père de famille, mais presque, parce qu'en fait, on pense que le scale justement, le scale, c'est pas aller le plus vite possible en ayant le plus grand nombre d'employés possible et le plus grand nombre de bureaux dans le monde. C'est un peu plus fin que ça et c'est ce qu'on essaie de faire. Et alors, bon, sans faire tout le CV, on peut quand même dire que Ocus, c'est pas ton premier amour, hein, si je puis dire, et parce qu'on va parler de scale aujourd'hui, et c'est des sujets que tu as déjà rencontrés dans ta vie. Tu peux nous en parler rapidement ? Oui, bah, moi je suis tombé dedans en 96, donc quand internet arrivait, internet au sens web, arrivait en France. Et j'ai vécu la bulle, donc on est passé dans une boîte américaine à l'époque. On a lancé les sites zdnet.fr et CNET France, donc sites d'information sur les nouvelles techno. Donc c'est toujours dans les médias et toujours aussi sur
sur de l'industrialisation. Et donc on est passé de 3 personnes à 60 personnes en 1 an. On était les rois du monde post-bulle, on était tous des pirates, et des arnaqueurs. Donc c'était une expérience, assez intéressante et j'ai revécu à peu près la même chose en 2008. Je suis le favori des crises. En 2008, pareil, projet qui commençait à exploser et bim, Lehman Brothers qui fait faillite. Donc c'est poussé, assez rapide et parfois derrière des coups de frein assez rapides, j'en ai eu quelques-uns, ouais. Et là, tu t'es dit que c'était le bon moment pour lancer une nouvelle boîte, et du coup, tu nous as amené la crise du Covid. Merci, hein, Julien. Exactement, bah, voilà, T'es un, t'es un chat noir, hein, dis-moi. exactement. J'avais Et, pas et, mais c'est bien parce qu'on dit souvent que les entrepreneurs ont de la chance et c'est un truc qui m'a toujours énervé, je pense que c'est l'inverse. et alors, je ne sais pas si ça va être la chance ou la malchance va être un sujet de cet épisode, mais ce qui est certain, c'est que tu as utilisé le mot magique qui va être notre fil rouge tout au long de cet échange. C'est la question du scale, donc passage à l'échelle, grossièrement, cette question du moment où il y a plein de métaphores, hein, on a passé de 0 à 1, maintenant il faut passer de 1 à 10 ou de 10 à 100, enfin tout ce type de choses. Et on est bien conscient que cette notion du scale, au-delà d'être un moment de la vie d'une entreprise, d'une organisation, c'est aussi quelque chose qui est un défi que vont rencontrer ses fondateurs et tous les leaders de la boîte. Et donc, si tu es toujours d'accord, on va passer un peu de temps sur ces sujets, notamment avec les différentes case studies que toi, tu as rencontrées. On est parti? Ouais, allons-y. Bah alors déjà, peut-être moi la première question, sans qu'on y passe trop longtemps, pour reposer les bases, parce que le milieu startup peut utiliser beaucoup de mots un peu jargonneux dont des fois, on peut se perdre un peu dans le sens. C'est quoi le scale en fait? Comment tu décrirais le passage à l'échelle? Est-ce que c'est un état de fait, une méthodologie, un moment précis? Enfin, c'est quoi la définition du scale pour toi? Déjà, ce qui est rigolo, c'est que c'est un mot qu'on n'arrive pas à traduire en français. Donc déjà ça complique les choses. Heu, Moi, je pense que c'est un état. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on peut pas être tout le temps at scale. En fait, c'est un peu comme pour autre jargon, comme le product market fit. Il y a un moment où on se dit, «Là, il faut qu'on mette en place une organisation qui va scaler». Au début, et c'est ce que dans le lean startup, qui est un peu la phase d'avant, le scale-up, c'est justement ce qu'on apprend à faire et que moi j'ai fait souvent et que j'adore faire. C'est l'envers du scale. C'est, faire des petits MVP, get, out of the building, comme disent les Américains, réussir à vendre, 3 fois son produit, à des personnes autour de soi. Donc c'est une forme d'anti-scale, en fait, et c'est là où, dans cette période, start-up, lean startup, on n'est pas du tout sur du scale, et si on commence à faire du scale là-dedans, c'est une catastrophe parce qu'on scale quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc il faut surtout pas. Mmh. Et puis il y a un moment, qui est assez bien représenté par le product market fit, mais que moi je trouve plus illustrant dans, la croissance de la boîte, où on se dit, on est comme un adolescent, on a du mal à maîtriser ses émotions, ça part un peu dans tous les sens, on a mal aux genoux parce qu'on grandit trop vite, on se cogne au mur, et ben, c'est un peu ce qui se passe dans la boîte et moi c'est ce que j'ai vu, à ce moment-là et c'est là où je me suis posé la question du scale. Il se trouve que nous, c'est quand on était 48, mais bon, je pense que ça dépend. Ce n'est pas une règle absolue, hein. C'est pas du tout une règle absolue, et c'est pas un chiffre que j'ai choisi, c'est juste, je me souviens du moment où j'ai commencé à aborder ce sujet-là. Il se trouvait que, enfin, du moment, ce mois-là plutôt, on était 48. Donc c'est plutôt quand on sent que ça commence à coincer de partout, à craquer, heu qu'on voit des gens, un peu en souffrance, qui sont pas très bien, à qui, en tant que manager, ou fondateur, on donne pas, en fait, les moyens de réussir. Et on voit des gens qui commencent à faire un peu de burn-out, qui perdent un peu le sens. Et en tout cas, nous, ça a été notre approche. Pour faire du scale, il faut mettre du sens. Et donc, c'est là où on a commencé à travailler là-dessus. Donc, c'est plutôt vraiment la détection de ce moment-là. Et je pense que c'est une perception. Donc, entre les boîtes, ça va être très différent. Et puis, entre les personnes, ça va être très différent aussi. Ce besoin, à un moment, de se dire, bon, là, on va commencer à scaler, on va commencer à structurer. Hem et quand je rajoute 1, bah, en fait, en input, en output, j'ai 10.
Alors qu'aujourd'hui, Mmh. je mets 1, bah, en output, j'ai 2. Voilà. Ouais, ce que j'aime bien dans la métaphore que tu emploies avec de l'adolescence, c'est que, bah, l'adolescence, c'est un peu pareil, personne ne peut dire, à un instant T: «Boum, aujourd'hui, tu es adolescent». C'est un jour, tu te retournes en arrière et tu fais: «Ah bah oui, bah, l'adolescence est venue», et en fait, on était un petit peu là-dedans. Peut-être, avant de passer à, du coup, comment on scale et puis après rentrer dans, justement, qu'est-ce qu'on fait avec cet adolescent, qui a un peu des grands bras et des grands membres partout? Hem, Est-ce que tu peux peut-être donner, ça n'engage que toi évidemment, mais des clés de, ne commencez pas à penser au scale avant X, Y, Z? Parce qu'effectivement, tu l'as dit, la phase d'avant, donc la phase de recherche de product market fit qui est plus proche quelque part d'une certaine forme d'artisanat ou de piraterie, où on va un petit peu vite pour essayer de voir ce qui marche et où on teste beaucoup de choses. Tu as raison, scaler quelque chose avant ça, avant d'avoir validé cette phase-là, c'est scaler quelque chose qui marche pas ou pas assez bien. Tu aurais une petite grille mentale de te dire, bon, avant même de vous poser la question du scale, vérifier que ça, c'est bon? Hem, moi, je pense c'est quand on commence à avoir le sentiment que, on est débordé par les clients, par la demande et qu'en fait, on n'est pas capable de répondre. Parce qu'en fait, dans la recherche, dans la première phase, juste avant d'arriver au product market fit, c'est l'inverse, en fait. On a des idées super, on a des offres formidables, on va révolutionner le monde, mais en fait, bah, en face, il y a pas grand-chose qui se passe. Il y a des gens qui sont toujours très intéressés parce que les gens par définition vont être bienveillants, donc vont dire: «C'est super ton idée» et puis là, déjà, quand on dit ton idée, il y a, bah, ça veut dire qu'il y a rien d'exécuté derrière, donc c'est l'alerte rouge. Hem et moi, là, vraiment où je pense qu'il y a une différence et c'est là où, en tout cas, moi, c'est au moment où je me suis posé la question, c'est je me suis dit: «Mais en fait, on laisse passer plein de choses et on n'est pas capable de livrer alors qu'il y a des gens qui nous demandent des choses» et la conséquence, c'est qu'en interne, on a des gens qui sont un peu en souffrance pour délivrer ça parce qu'on n'a pas l'organisation qu'il faut. Et en fait, il faut qu'on aide ces gens-là. Donc, déjà le scale en fait, pour moi, c'est la volonté de faire grandir les gens et les équipes. Le résultat, c'est le scale, mais la volonté qu'on a, la raison pour laquelle on le fait, c'est qu'on veut, on veut faire grandir des gens, on veut faire grandir des équipes et on veut, collectivement, que ce groupe d'humains, réussisse à faire quelque chose. Et moi je pense que c'est parce qu'on se met dans cette position-là qu'en résultat, en output, on a, des choses qui performent. À l'inverse Mmh. de se dire: «Je vais donner plus d'argent, je vais fouetter, un peu plus vite pour que tout le monde aille plus vite», généralement ça marche pas. Ça peut marcher, pour un petit temps, mais ça marche pas. Donc derrière ça, je pense qu'il y a aussi c'est pas qu'une question technique de je vais faire en sorte que la boîte, aille plus vite. C'est, où est-ce que je pose l'importance, le focus et pour moi le focus il est clairement sur l'humain. Et bah, alors moi, je garde juste une petite, phrase mémotechnique sur, cette notion de quand est-ce qu'il faut scaler. Moi, ce que je comprends, c'est que enfin, c'est ma manière de le résumer, tu scales quand tu as l'impression que tu as des problèmes de riches qui sont des problèmes quand même. C'est-à-dire que tu as tellement de balles qu'on t'envoie que, elles débordent de partout, mais tant que c'est un petit peu le vide dans ta boîte mail et dans les appels entrants et côté client, c'est que tu es pas encore arrivé. Mais c'est pas grave, ça Ouais, ça va exactement. ça va bien finir par arriver. Alors, donc là, tu as le tilt, tu as 48 personnes, tu te dis: «Oh là, bon, alors vas-y, là, il est temps de passer, à l'échelle». Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Est-ce que tu t'y vas, bras dessus, bras dessous avec tes associés? Est-ce que tu te poses pour réfléchir à ce que tu vas faire? Raconte-nous un petit peu. Bah, déjà, il y a chacun a sa méthode et je pense que toutes les méthodes sont bonnes, suffit de choisir celle qui correspond le plus à soi. Hem, Moi, ce que je me suis dit à l'époque, c'était, j'avais besoin d'un framework, en fait. J'avais pas envie de le faire tout seul ou de le refaire tout seul. Et ce que j'ai cherché la première chose que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai appelé des gens qui étaient, dans des boîtes, pas forcément des gens que je connaissais d'ailleurs et ce qui est assez rigolo, c'est qu'il suffit d'envoyer un petit message LinkedIn et tout le monde te répond. Donc c'est vraiment accessible. Et j'ai découvert des gens des gens, oui, qui faisaient des choses dans des boîtes que je connaissais d'assez loin, mais pas suffisamment et surtout j'avais pas fait le lien avec ça, donc avec mon besoin. Donc en fait, la première chose déjà, c'est d'aller regarder dehors. De parler à des gens qui sont passés par là, hem, et de faire un choix en fait, sur, comment on y va. Donc, est-ce qu'on y va,
parce qu'on pense qu'on a une culture très forte, donc on y va avec une méthode interne? Heu, Est-ce qu'on est plutôt, du genre à avoir besoin, d'un schéma, ou d'un framework et ça, c'est plutôt moi? Et là, c'est vrai que je le vois dans tout ce que je fais, j'aime bien avoir ça. Donc moi, naturellement, je suis allé vers ça. Donc j'ai en fait, j'ai comparé les différents frameworks, qu'avaient les gens, avec qui je discutais. Et puis la 3e étape derrière, c'est est-ce que je me fais accompagner ou pas? Hem Et donc là aussi pareil, pour l'avoir fait avant, pas accompagné, c'est presque un luxe de se faire accompagner, donc quand on peut le faire, il faut le faire. C'est tellement agréable, je veux dire, parce qu'on souffre moins, hein. C'est comme, apprendre un truc, tout seul, c'est compliqué. Se faire aider par quelqu'un, ça fait gagner un temps fou et puis en plus, c'est sympa et c'est agréable. Moi j'ai fait aussi le choix de me faire accompagner. Il y avait, une autre option aussi, c'était de dire: «Comment est-ce qu'on va faire, progresser tout le monde?» Soit on prend les gens qui sont dans les 48, présents et on les fait grandir, soit, on met un niveau de middle management et on va chercher du middle manager et c'est les middle managers, qui vont organiser tout ça. Heu, Nous, le choix qu'on a fait, c'était vraiment le premier choix, c'est-à-dire de se dire: «Les middle managers, on va les choisir parmi les gens qui sont là». Après évidemment, quand on va grandir, on va avoir, différents niveaux et on s'interdit pas d'aller recruter des gens à l'extérieur et c'est évidemment ce qu'on fait, ce qu'on a fait et ce qu'on fait encore. Mais il y avait un vrai choix aussi qui était de le faire avec les gens en interne. Et si on suit Mmh. ce chemin-là, il faut, s'embarquer soi-même. Donc moi, ça a consisté à embarquer mon associé, qui le jour où je suis venu en lui racontant cette histoire, il m'a regardé d'un œil intéressé en disant: «Tiens, c'est rigolo». On a rencontré quelqu'un pour nous faire accompagner. La première chose que nous a dit cette personne, c'est, «Ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va vous changer vous, dans la manière dont vous faites les choses». Enfin, on va vous aider à changer. On va passer du command and control, même si c'est pas forcément ce qu'on faisait, mais souvent un peu c'est ce qu'on a tendance à faire, au orient and support, donc qui est vraiment une posture assez différente. Et une fois que vous aurez fait ce pas-là, on va, le faire avec, les équipes, le COMEX, et puis après on va étendre donc les équipes proches, le COMEX, et puis après on va étendre aux autres équipes. Et vous inquiétez pas si tout le monde n'y va pas, c'est normal, il faut y aller par étapes. Et donc en fait, c'est tout ce cheminement-là qui en fait nous, je pense nous a fait gagner, énormément de temps, de le faire avec quelqu'un qui avait déjà, l'expérience, de ce genre de pratique dans d'autres boîtes et un framework, je ne l'ai pas encore cité, mais qui est le Lean TPS, le Toyota Production System, qui nous intéressait énormément parce que, j'ai dit tout à l'heure qu'on industrialisait un processus qui a l'air artisanal, hem et en fait, c'était la vision de notre business comme d'une usine, mais une usine, dans le sens positif du terme, avec des inputs et des outputs et entre les 2, hem, des, des process ou des chemins, qui peuvent tout coincer ou qui peuvent, optimiser ou qui peuvent faire des gains d'automatisation, et de l'optimisation qu'on peut faire, un peu à tous les étages. Donc c'est Mmh. pour ça que nous, on en est arrivé à ça au Toyota Production System, qui est TPS, qui est juste un framework, on n'en fait pas une religion, on l'adapte, on a tout adapté, avec des organisations qui sont différentes. Enfin, on prend pas un bouquin pour suivre la méthode, quoi. Et alors, moi, je vais jouer un peu le rôle de remettre les jalons pour qu'on puisse suivre et bien se refaire la checklist. Donc là, moi, ce que j'ai noté, tu me dis si j'ai oublié une partie importante. C'est que déjà, une fois que toi, tu as le tilt en te disant Gloops, je reconnais l'adolescence, j'ai déjà eu un adolescent et ça, c'est mon deuxième. Donc, je sais que ça commence à frotter et à gêner aux entournures. Première chose, c'est tu te poses en te disant par quel bout on va le prendre. Et là, j'ai bien aimé, et je suis d'accord avec ce que tu dis,
que même si à la fin de la réflexion, vous arrivez à la conclusion que vous n'avez pas besoin de framework et que vous allez y aller un petit peu comme vous allez y aller, au moins se poser la question, ça assure quelque part qu'on a laissé la chance aux différentes options, hein, et après vous arbitrerez. Après, embarquer tes associés, COMEX, j'imagine, te poser la question de est-ce qu'on y va seul, quel que soit le framework qu'on décide, ou est-ce qu'on se fait accompagner. Et ce qui me fait rire, c'est donc dans l'accompagnement qui est tombé là sur le Lean, la première chose que vous dit un petit peu l'accompagnateur, c'est très très bien, on va changer la boîte, on va vous aider à scaler, et ça va commencer par vous parce que il y a un nouveau mindset à prendre en cours. Donc ça, c'est assez intéressant parce que Mmh. je vais pas, j'ai aucune jugement à apporter, mais des fois on peut se dire que le scale, c'est quelque chose qui va arriver à notre boîte en se disant bon bah les équipes comment on les scale, presque comme si on était un peu extérieur à ça, alors que c'est toute l'organisation, les fondateurs y compris, hein. Ah ouais, c'est juste impossible, alors je serais peut-être je suis peut-être un peu tranché, mais ce en fait, c'est un état d'esprit, notamment après il y a plein de concepts, et cetera, mais l'amélioration continue, par exemple, qui est une tarte à la crème, que tout le monde utilise. L'amélioration continue, c'est pas une méthode, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que, heu et sans détailler tout le schéma, mais il faut que les personnes soient en sécurité pour travailler. Il faut qu'elles comprennent, pourquoi elles sont là. Il faut qu'elles puissent mesurer, ce qu'elles font, pas pour mesurer, dans un mode, «Je te contrôle», mais dans un mode, «Tiens, c'est rigolo, ce truc-là, là, il est, 5 fois plus petit, en termes de performance que l'autre juste à côté, qu'est-ce qui marche dans l'autre d'à côté qui marche pas?» Il est dans la mise en place aussi de standards qui sont pas des process, qui sont vraiment et ça, on a passé du temps à rédiger et à documenter, une partie, hein, pas toute la boîte, mais en tout cas une partie de la boîte, comment ça fonctionnait. Parce qu'on se jette, sur des to-do list, par exemple, mais le problème de la to-do list, c'est qu'on retire le cerveau de celui qui la lit, et donc la personne est incapable de réagir, dans de l'inconnu, et par définition, on a tous les jours de l'inconnu. Donc en fait, les standards que nous on a rédigés, c'est l'inverse, c'est de donner les éléments à une personne, de comprendre pourquoi elle fait les choses, c'est quoi la qualité, et comment est-ce qu'elle va, en lui expliquant comment elle va c'est quoi la qualité in fine cherchée, qu'elle puisse réagir, et se débrouiller toute seule, et trouver, comment faire. Et derrière ça, en fait, il y a un truc de base, c'est que les gens soient que les membres des équipes soient en position d'apprentissage. Mmh. Truc qu'on fait aussi, c'est, on a des rôles de team leader. Le team leader, c'est pas un manager, c'est un grand frère, on va dire. C'est quelqu'un qui passe 50 de son temps, à, aider les autres. Heu et le fait de mettre, un poste de team leader, et de mettre les personnes en position d'apprentissage, ça change tout, en fait. Parce qu'on va voir les personnes et on leur dit: «L'humain est fait de telle manière que si on est en zone de stress, on peut pas apprendre. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous retirer du stress, et là, vous allez apprendre, et là, il va y avoir un résultat». C'est l'envers du command and control. D'habitude, Mmh. si ça va pas assez vite, je m'assieds à côté de quelqu'un, je lui dis: «Tu peux aller plus vite là?» Il essaye d'aller plus vite, il va plus vite, il va plus vite, au bout d'un moment, il se rame, et de toute façon, il gagne 10 ou 20 de vitesse ou de vélocité au maximum. Heu Alors que l'approche là, c'est de dire, c'est les fameux 20 de temps de Google, chez Amazon, ils font ça aussi, mais c'est de dire, en fait, on va créer des moments et des routines, pour apprendre. Et donc en fait, ce que vous allez faire, il y a un moment, c'est que vous allez arrêter de travailler et vous allez apprendre à changer, nos standards, et à changer la manière, dont on fait les choses. Et c'est vachement plus Mmh. fatigant, hein. C'est beaucoup plus simple de faire un truc de manière, voilà. Et De brûler les gens comme on brûle des bûches dans le feu, ouais, je comprends ouais, bien, mais exactement. malheureusement, c'est moins sustainable, et puis c'est peut-être pas pour ça que la plupart des entrepreneurs ont construit une boîte.
Euh, J'aimerais un peu, si ça te va, essayer de prendre les choses, comment dire, dans l'ordre, même s'il n'y a pas vraiment d'ordre. Et le scale, c'est un process, un état d'esprit aussi. Enfin, en tout cas, l'amélioration continue, c'est un état d'esprit, comme tu le disais. Là, donc vous, on a bien compris que vous avez choisi le Canva, le framework du Lean, et que ça aurait pu être autre chose. Mais peut-être si tu arrives à t'extraire du Lean et à repenser au passage à l'échelle, donc au scale d'une manière générale, Mm. une fois que vous avez décidé l'approche, etc., selon toi, c'est finalement, de ta position de fondateur, de cofondateur, comment on scale? C'est quoi comment dire, les aspects sur lesquels il faut être particulièrement attentif, ou des grands principes généraux qui, à ton avis, transcendent le lean? Bah, c'est premièrement le recrutement, deuxièmement le recrutement et troisièmement le recrutement parce que en fait, à partir du principe où on part qu'on a des gens qu'on va faire grandir, hein, évidemment. C'est pas changer la boîte, tous les 6 mois. Ce qui arrive dans pas mal de boîtes, en fait, hein. Il y a des turnovers qui sont parfois assez impressionnants. Donc c'est, faire grandir les équipes qui sont là, mais ça, j'en ai déjà parlé. Après, le vrai enjeu, c'est, aller chercher des gens à l'extérieur, qui sont des rockstars, heu et quand on a mis ça en place, on est obligé de rajouter un critère qui est très important, c'est le fit, culturel. Parce que parce que moi, je conçois tout à fait qu'on soit pas d'accord avec cette approche. Je conçois tout à fait qu'on se dise que ce framework-là, il y en a d'autres qui sont mieux. En fait, c'est comme les goûts, hein, ça se choisit pas. Hem, Maintenant, il y a dans le recrutement et quand on fait grandir les équipes, il y a clairement, un enjeu qui est de la même manière que, quand on a commencé, on nous a dit: «On va commencer par vous». Bah, ça veut dire qu'en fait, chaque personne qui rentre, il faut que non pas qu'elle soit, totalement compatible avec ce modèle-là, mais qu'elle soit ouverte, en tout cas, à ça et c'est, dans le enfin quand je dis cette, méthode, je parle du scale, hein, je parle pas du lean. Parce que le scale, je pense que c'est une méthode en elle-même. Il y a des boîtes qui veulent pas scaler. Nous, on connaît des boîtes qui veulent pas scaler, et c'est très bien. Mais, cette exigence permanente de toujours plus vite, toujours plus haut, avec toujours moins, parce que c'est ça finalement le scale, Mmh. ça frustre énormément de personnes. Et encore une fois, c'est pas un jugement, il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Heu Moi, ça m'amuse, en fait, et c'est une blague un peu en interne, au bout d'un moment, les gens se moquaient un peu de moi. À chaque fois qu'il y avait un problème, je frappais des mains et je disais: «Chouette, cool, c'est cool parce que là, on a un truc qu'on va pouvoir résoudre. Ah, je suis content, allez, on y va». Hem et en fait, je le faisais, enfin, en fait, je le faisais en vrai, mais j'exagérais pas dans le sens où je pense que c'est hyper important. Quand je voyais des gens qui, en face, me disaient: «Oh, ça y est, encore un problème, il y a encore un truc qui a pété», et il y en a marre et ça arrive tous les jours. Bah, c'est là où on peut avoir des petits problèmes, d'alignement culturel. Mmh. Oui, bah, on voit bien qu'effectivement, quand tu as naturellement le mindset de te dire que derrière chaque problème que tu vas résoudre, il y a l'opportunité de gagner en amélioration continue parce que tu vas le résoudre pour cette fois et pour les autres. Et à l'inverse, se dire: «Mon Dieu, mais c'est pas possible, le bateau, il fuite partout». Il y en a pas un qui a raison et un qui a tort, mais par contre, il y a des mindsets qui sont compatibles ou pas. Mmh. Et les fondateurs, enfin, concrètement tes associés et toi, à cette étape-là, c'est quoi votre job? C'est quoi le rôle, le type de leadership, je dirais, que doit avoir, le ou les fondateurs et fondatrices, selon toi, en tout cas de ton expérience, à cette étape de passage à l'échelle de l'entreprise? Bah, sortir du micromanagement, dans lequel on peut être, dans la première phase, lean startup. Quand on passe en scale-up, c'est clairement, heu prendre du recul, être en soutien et ne pas faire, ne pas laisser faire non plus, hein, évidemment, c'est un équilibre. Mais ouais, c'est vraiment et ce qui est très, très compliqué, surtout que nous, on aime bien mettre les mains dedans, donc nous, ce qu'on appelle, c'est l'expression, c'est un peu faire l'hélicoptère, c'est-à-dire la capacité à aller,
très au contact des problèmes, mais pour comprendre le problème, pas forcément pour le résoudre. Et donc, en fait, de s'abstraire, de s'interdire de se mettre à la place des gens et de s'interdire de quand on voit quelqu'un, par exemple, qui a un problème sur quelque chose, de lui dire: «Vas-y, pousse-toi de là, je vais te le faire en 5 minutes». Ça, c'est typiquement le genre de choses qu'on peut faire et ce qu'on doit faire en plus en start-up, hein, parce qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise, enfin, ça dépend à quelle étape on est. Si on continue à faire ça en scale-up, c'est évident que ça marche pas parce que, on donne pas le pouvoir, au middle management ou même au team leader ou même aux team members. Et donc en fait, c'est de se retourner, on fait des visites terrain, par exemple, et en fait, notre question, c'est: «Contre quoi tu te bats aujourd'hui et en quoi je peux t'aider?» Donc c'est plutôt cool comme posture. Et si on a quelqu'un en face qui est terrifié en se disant: «Waouh, il y a le contremaître qui arrive, et je vais m'en prendre une parce que j'ai fait une connerie», bah, c'est sûr qu'il va pas dire, il va pas être transparent, il va pas participer, à la solution. Il va essayer de cacher le problème, plutôt que de le poser sur la table et d'essayer de le résoudre. Mmh. J'en profite pour placer un point particulier et je pense à certains des coachings qu'on a déjà fait avec des dirigeants. Si ce podcast s'appelle My Own Leadership, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on est convaincu et on le voit tous les jours que les secrets d'un bon leadership, c'est de se reposer sur des talents, naturels qu'on a et des moteurs, qui sont quasiment innés, hein. Là, tu parlais de l'appétit que tu as pour la résolution de problèmes. J'imagine que tu l'as pas particulièrement travaillé et qu'aussi loin qu'on remonte, on va le retrouver Mmh. et je voulais parler de ce que tu viens de dire qui est très, très, très important, c'est cette notion d'être en soutien. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, notamment dans les phases de début, sont câblés de telle sorte qu'ils ont une tendance très facile à se mettre en support des autres. Et il y a toute une structure de personnalité qui fonctionne comme ça, hein, globalement, qui est très à l'aise pour aider les personnes et ses équipes à augmenter leur base de moyens pour atteindre un objectif. Cette fameuse posture du qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à résoudre le problème ou à répondre à l'enjeu. Et la personnalité qui va avec ça, c'est souvent des personnalités qui sont assez douces, assez conciliantes et évidemment très altruistes. Et souvent, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça comme presque une tare en disant bah non, je suis un chef, donc je devrais être plus terrifiant, plus shark, etc. Et le message que je voudrais faire passer, au-delà du fait que bah, vous feriez bien d'essayer de comprendre qui vous êtes et de vous baser sur vos jambes fortes plutôt que les jambes faibles, hein, je pense que c'est une très très bonne démarche en général, c'est que ceux que vous vivez comme étant pas particulièrement utiles en phase de recherche du product market fit va peut-être finalement être très utile en phase de scale parce que cette tendance naturelle vous dire qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ou de quoi tu as besoin pour résoudre le problème, finalement, c'est moi ce que j'entends dans ce que tu me dis là. Mmh. Ouais, tout à Ouais. fait. Et alors, ça, c'est un peu les premières questions de comment on scale et le rôle des fondateurs et des différents dirigeants dans le scale. Si on est un petit peu provoque, comment on planque le scale? Qu'est-ce que vous avez fait comme erreur, peut-être dans cette boîte ou dans celle d'avant, ou que tu as vu autour de toi sans les nommer? C'est quoi les don'ts du do's and don'ts du scale que tu connais? Bah, ça peut paraître paradoxal, mais c'est soit d'aller trop vite, soit d'aller trop lentement. C'est pas une bonne réponse, mais j'en ai On sent que conscience. ça va être difficile cette histoire. Ouais, en fait, c'est accélération, freinage, accélération, freinage, accélération, freinage en permanence. Et 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 donc l'erreur, c'est de dire, «Bon, de toute façon, c'est simple, tout le monde a compris, allez, on y va, la direction c'est par là et vous allez voir, tout le monde va comprendre». Ça évidemment, ça tient 2 semaines. Et l'autre erreur, c'est d'être trop, timide en disant: «Ouh là là, c'est un changement culturel, important, il faut que les gens, puissent, s'adapter et cetera». Donc il y a un il y a en fait, il y a pas de la vitesse moyenne, la vélocité moyenne, elle est vraiment moyenne dans le sens où c'est jamais la même. Et donc on est toujours dans des phases d'accélération sur certaines choses, dans des phases de décélération. Et nous, ce qui est rigolo, ce qui s'est passé, par exemple, c'est que, il y a des endroits où ça a très bien accroché, il y a des endroits où ça a moins accroché, il y a des endroits où on a décidé de pas aller dans la boîte, volontairement. Et dans là où ça a très bien accroché, il y avait des trucs qu'on regardait, qui fonctionnaient, qui roulaient quasiment tout seuls. Donc là, déjà, quand ça roule tout seul, alerte rouge, rien ne roule tout seul, donc ça veut dire qu'il faut y retourner. Mais typiquement, c'est une erreur que moi j'ai fait. Heu et en fait, le truc était en train de dépérir, sur une partie de l'activité.
Et au moment où on se rend compte que ça dépérit sur ce truc-là et qu'on se dit: «Ouh là, il faut y retourner», en fait, juste à côté, il y a, des gens dans leurs équipes qui ont fait quasiment la même chose, mais qui l'ont construit, comme nous on l'avait fait sur la 1re partie, parce qu'évidemment c'est construire des choses, ensemble, hein, c'est pas, prendre une méthode dans un bouquin. Et là, on s'est retrouvés, en fait, avec, une équipe qui avait recréé, mais quasiment de zéro, ce qu'on voulait qu'ils fassent, mais moi dans ma tête, c'était, 3 mois plus tard, quoi. Donc c'est rigolo parce qu'il y a des, il y a des il y a des endroits où ça va plus vite qu'on ne le pense, il y a des endroits où ça va moins vite et je pense qu'il y a une règle, c'est que, on se plante à peu près à tous les coups, donc c'est l'inverse de ce qu'on pense. À garder en tête. Ouais, voilà, non, mais en tout cas, la conséquence de ça, c'est de se dire, c'est un truc à surveiller en permanence. Surveiller dans le bon sens du terme, je veux dire, veiller plutôt, justement avec de la Mmh. bienveillance, donc veiller. Il faut veiller dessus et si on se dit, «Bon, bah, là, c'est cool, tout marche bien», je crois que je me l'avoir jamais dit dans la vie d'ailleurs, mais heu, c'est probablement ça le plus grand risque. Ouais, et puis alors j'adorerais te poser la question de comment tu, repères qu'il faut accélérer ou ralentir, mais, tu l'as dit toi-même, je pense qu'il y a pas de formule magique et que déjà quand on est en veille, de cette vitesse, c'est déjà le mieux qu'on puisse faire. Et puis il y a un autre élément que tu as précisé, que j'aimerais souligner pour, celles et ceux qui nous écoutent, qui sont, en ce moment en train de se débattre, avec le scale, c'est cette notion que, l'entreprise va pas aller uniformément à la même vitesse, et que, à un instant T, il y a toujours, un espèce d'assemblage où il y a des équipes qui sont hyper lean pour peu que vous ayez pris l'approche lean, ou en tout cas qui sont hyper embarquées, des personnes qui vont être beaucoup moins convaincues. Et moi, ce que j'entends en filigrane dans ce que tu me dis, c'est que c'est un état que vous assumez avec tes associés, de dire oui, c'est pas très grave, et quelque part, c'est un peu le côté vivant du système, quoi, qu'on peut pas juste passer de l'état 1 à l'état 2 en 2 secondes, ça marche pas comme ça. Ouais. Ouais. Et alors, peut-être, pour, une petite question avant de terminer cet échange, même si on pourrait continuer, alors là, j'en suis sûr, pendant encore un bon moment. Heu, Là, si tu repenses à tes précédentes, expériences, avec un petit peu plus de bagages maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait différemment, ou qu'est-ce que tu aurais dit au Julien, du passé, qui, se prend la déflagration, du scale en pleine tête, sachant que c'est peut-être quelque chose qui pourra aider, celles et ceux qui sont en train de le vivre? Je suis pas su enfin, mis à part ce qu'on vient de dire, c'est plutôt un sujet d'attention, enfin ce que je pourrais dire, il y a pas réellement de réponse, mais c'est l'attention permanente, qui, qui peut aider. Enfin, il y a pas de ça dépend tellement de la boîte, ça dépend tellement des gens qui sont dans la boîte, heu et donc c'est l'attention en interne et c'est, peut-être, discuter plus souvent avec les gens en externe parce que ça on a moi j'essaye de le faire, mais je le fais pas assez. Et je pense qu'on a tendance à sous-estimer cette partie-là. On a tendance à se recroqueviller sur soi-même, alors qu'en fait il faudrait essayer de passer, du Mmh. temps, heu, à partager avec les autres, heu, discuter, enfin c'est pas forcément, ça peut être des discussions complètement ouvertes, mais moi je sais qu'à chaque fois que je discute, avec quelqu'un qui est à peu près passé par là ou qui est, à cette étape, heu ça fait tilt. Dans la discussion, il y a des petits trucs qui font tilt et je suis incapable de prévoir lesquels, avant d'avoir la discussion et moi, ce que je trouve le plus efficace, hem, c'est peut-être contre-intuitif, mais c'est de lancer une discussion, presque sans ordre du jour. Parce qu'en fait, c'est un peu côté sérendipité, en fait, partager, là où on en est, là où c'est chaud, là où ça va plutôt, là où enfin, ce genre de choses. Et c'est en fait, c'est en partageant ça qu'on apprend, je trouve, énormément de choses. Tout à fait. Et ben, moi, je traduis de manière absolument sauvage ce que tu viens de dire quand tu me dis que finalement, ce qui t'aurait intéressé, c'est d'entendre un petit peu tout ce que tu viens de dire là, les différents éléments, et de trouver une fenêtre vers l'extérieur. Je ne peux que recommander ça, et du coup, bah, d'écouter l'épisode qu'on est en train de faire là, parce que c'est un bon raccourci vers des discussions vers l'extérieur, d'autant plus que la plupart des intervenants qui passent par ce podcast sont souvent ravis d'engager la discussion pour aller plus loin. Donc, bah, très cool. Écoute, Julien, je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview.
C'est quoi le livre, podcast, blog, enfin contenu en général que tu recommanderais à des personnes, qui souhaiteraient, peut-être s'intéresser au scale, au lean ou à d'autres sujets de leadership? Alors c'est le dernier bouquin que je viens de lire là, qui est un peu perché, mais qui est pas mal du tout. C'est les 15 Commitments of Conscious Leadership. Ça parle de nous, en fait, et ça parle de où on se positionne et les 15 Commitments, en fait, c'est 15 engagements qu'on fait et qu'on se fait dans l'équipe, pour, pour que ça fonctionne, et que justement on arrive à construire quelque chose ensemble. Donc, il est pas récent, hein, je crois qu'il doit avoir une petite dizaine d'années, mais celui-là je le trouve, pas mal. Et puis il y a un blog aussi, NFX, qui parle beaucoup de scale, beaucoup aussi de data, d'analyse, de research, de tous les biais cognitifs qu'on peut se mettre dans la tête parce qu'on est des humains. Enfin, on se les met pas dans la tête, ils sont dans notre tête. Ils sont déjà là. Voilà, ils sont très présents. Et donc ouais, la newsletter NFX, j'aime bien aussi, ouais. OK, on mettra, les liens de tout ça dans la description de l'épisode et enfin, tu l'as compris, on est plus que d'accord avec cette notion de se nourrir de l'extérieur, du partage entre pairs et de la sérendipité sans avoir un agenda particulier. Alors, sans avoir justement, d'idées préconçues, c'est qui est la personne que tu aimerais, inviter, dans ce podcast, pour prendre le relais de ton micro pour un prochain épisode? Sous-entendu, c'est qui le ou la leader, de start-up qui t'impressionne le plus ou qui te fait le plus rêver? Et quelle question t'aimerais que je lui pose, hein, tant qu'à faire? Bon. Alors, c'est pas forcément très original parce que c'est quelqu'un d'un peu connu, mais en fait, c'est quelqu'un que j'ai connu en 99 ou même je crois 98, donc au tout début d'internet sur un partenariat qu'on avait fait ensemble, qui est Pierre Kosciusko-Morizet et que je vois de temps en temps et je suis admiratif surtout de ce qu'il a fait bien sûr, mais surtout de sa posture et de sa manière d'être et récemment là où il commence à faire des choses qui l'intéressent encore plus et j'aime bien les cas qui durent, donc de 99 à aujourd'hui, là où Pierre est impressionnant, c'est dans ce qu'il a fait au début, en 99. Et en fait, cette régularité et cohérence, dans toutes les expériences, suivantes qu'il a eues. Et alors avec tout, les belles aventures qu'ont vécues, Pierre et tous les sujets sur lesquels, il a pu rentrer en profondeur, c'est quoi la question que tu aimerais que je lui pose de ta part, tant qu'à faire? Difficile, hein, comme, de te poser sur une seule question ou un sujet sur lequel tu aimerais vraiment bien l'entendre. Heu, ouais, c'est peut-être anecdotique, mais je trouve qu'il l'a aussi, enfin, c'est comment il a traversé la bulle. Parce que je pense Ouais. qu'on a il y a c'était, enfin, sans faire les vieux combattants, mais c'était un truc de magnitude qu'on n'imagine pas, en fait. Et j'aime bien parler, je crois d'ailleurs qu'on en avait déjà parlé avec lui, mais c'est vrai que c'est un moment sur lequel j'aime bien revenir parce que ça en dit beaucoup, en fait, de comment est-ce qu'on va s'en sortir quand on a pris une très, très, très grosse tempête, mais qui était une tempête, interne. On était juste des arnaqueurs. Comment est-ce qu'on a vécu cette tempête-là? Ça aide à vivre plus facilement les petites tempêtes qu'on aura. OK. Eh ben, écoute, si, Pierre a la volonté et le temps de passer par le podcast, je lui partagerai, cette question, de ta part, bien volontiers. Écoute Julien, je te remercie, beaucoup pour ton temps. Je suis très content qu'on puisse, partager cette bel échange, sur, le scale. Et puis, il me reste qu'à te dire, à très vite, à bientôt et puis, qui sait, à reprendre des nouvelles d'ici quelques temps pour voir, quand l'équipe aura encore doublé ou triplé. OK, super. Et ben, merci à toi, en tout cas. À la prochaine. Merci, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous ne voulez rater aucun nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter en allant sur le site www.yaniro.co. Et à dans 2 semaines pour le prochain épisode.